Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette 13e édition des Grands Prix des régions. Et comme c'est notre tradition, on va commencer donc ces Grands Prix par une table ronde. Cette année, cette table ronde va s'intéresser à la relance du ferroviaire, puisque comme vous le savez, on a entendu pas mal d'intentions, d'annonces en faveur du ferroviaire, non seulement en France, mais dans pas mal de pays d'Europe notamment. Donc nous, on va s'intéresser évidemment à la France et à cette annonce faite récemment par la Première ministre d'affecter 100 milliards au transport ferroviaire. Alors pour l'instant, c'est une annonce, on n'en sait pas beaucoup plus. Bon, on sait que ça ira plutôt au réseau ferroviaire, en tout cas une grande partie, pour la régénération, pour la modernisation, par exemple, notamment le RTMS, le système de signalisation européen, et puis la CCR, la commande centralisée du réseau, donc qui devrait faire un gap en matière d'amélioration de l'exploitation ferroviaire. Et puis aussi, on s'attend à ce que l'argent finance en partie les RER métropolitains. Alors, je crois qu'on les appelle plus RER métropolitains. Corrigez-moi, hein, je me souviens plus très bien du nom qui a changé plusieurs fois. Je crois que c'est les services express régionaux métropolitains. Voilà, SMR. Voilà. Bon, voilà, je suis pas encore habituée, je m'y perds. Et puis aussi pour des lignes le fret, notamment, normalement, et puis aussi des lignes nouvelles, par exemple GPSO. Donc voilà ce qu'on en sait aujourd'hui, et puis pour l'instant, on est encore un petit peu dans le flou, on attend d'en savoir plus. Et d'ici que l'argent arrive, et puisqu'on constate depuis quelque temps, c'est la SNCF qui le dit, des trains qui sont de plus en plus fréquentés, presque un nouvel engouement des Français pour le train, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être densifier l'offre, pour accompagner cet engouement pour le ferroviaire ? Et puis pour aussi, bien sûr, puisqu'on est dans une période où il faut lutter contre le changement climatique, eh bien, comment on fait pour lutter contre l'autosolisme ? Ce sont quelques-uns des thèmes que nous allons aborder tout à l'heure avec nos invités, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, à mon extrême gauche, ça tombe bien, Jean-Luc Gibelin. Elle était facile. Je n'ai pas hésité à le faire. Donc vous êtes vice-président chargé des transports de l'Occitanie et vous êtes également l'un des 3 présidents délégués de la commission transport de Région de France. À côté de vous, donc je vais vous présenter de gauche à droite, Antoine de Rocchigny, vous êtes secrétaire général de SNCF Voyageurs. Claude Seimetz, vous êtes directeur ferroviaire de Transdev. À ma droite, Didier Cazel, vous êtes directeur général adjoint France de Keolis. Florent Kunk, vous êtes directeur des gares régionales de la Nouvelle-Aquitaine chez SNCF Gare et Connexion. Et enfin, tout à fait à ma droite, mais là pour le coup, il n'y a aucun sous-entendu, Pierre Zambry, vous êtes professeur des universités et vous êtes directeur du laboratoire Ville, Mobilité, Transport. Avant de vous passer la parole, je vais juste vous rappeler que cette table ronde va durer une petite heure et demie. Et puis, bien sûr, que si vous avez des questions, il y aura un temps pour les questions dans la salle. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, des questions, le but, c'est aussi de cette table ronde, c'est qu'il y ait un échange entre vous et nos invités. Donc, n'hésitez pas à solliciter le micro tout à l'heure quand il sera proposé dans la salle. Je vais me tourner tout de suite vers vous, Jean-Luc Gibelin, et vous demander, donc, pour revenir à ma présentation initiale, donc, c'est cette relance pour le ferroviaire, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais puisqu'on est encore dans le flou, qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce que plus précisément la région Occitanie en attend ? Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Oui, c'est une bonne nouvelle et ça doit se concrétiser comme une bonne nouvelle. Parce que il est quand même très important que cette annonce, la volonté d'avoir un développement du ferroviaire soit, en tout cas c'est ce que nous en attendons, soutenu. Ça correspond à ce que les présidents et présidentes de régions de France avaient écrit dans le cadre d'une tribune collective, quand ils appelaient à un choc de l'offre et un choc d'investissement sur le ferroviaire. Donc c'est vraiment une attente très forte et du coup c'est pour moi évidemment tout un plaisir de représenter Carole Delga dans cette table ronde. Nous avons besoin qu'il y ait cet investissement massif de la part de l'État sur la question des mobilités en général, des infrastructures en particulier et dans ce cadre-là des infrastructures ferroviaires.
Plusieurs fois, des chiffres ont été cités. Je ne veux pas être trop long sur cet aspect, mais quand on compare au plan européen, par exemple, l'engagement des différents gouvernements sur le ferroviaire entre la France, l'Allemagne, l'Italie, sans même parler de la Suisse, bien, il y a dans cette comparaison-là une grande partie de l'explication des difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui au niveau des différentes régions, parce que c'est le cas pour la région Occitanie, mais évidemment c'est le cas dans les autres régions. Il y a besoin de cet engagement. Alors, vous avez cité un certain nombre des éléments qui pourraient être dans cette enveloppe. Très honnêtement, nous l'attendons encore. Il nous a été dit que les feuilles de route pour le volet mobilité des CPER devaient être données dans les 10 premiers jours du mois de mai. Donc, on a compris que c'est plus tout à fait le cas. Donc, comme ça fait quasiment 14 mois que c'est le mois suivant, on va bien voir ce que ça va donner, mais nous avons besoin de cela parce que l'annonce des 100 milliards, la première concrétisation, ça va être quel est le saut ou pas qui sera fait sur les feuilles de route des préfets de région pour le volet mobilité. Est-ce qu'il va y avoir dès ces CPER une augmentation ou est-ce que l'on va être sur la poursuite de ce qui se faisait jusqu'à présent et qui manifestement a montré son insuffisance. Donc, de ce point de vue, il faut évidemment un renforcement sur ce qui existe. Il y a besoin d'aider sur la rénovation et l'entretien de ce qui existe. Il y a besoin de consolider, et vous l'avez indiqué, sur un certain nombre de techniques qui sont nécessaires tout de suite. Il y a besoin d'élargir avec des lignes supplémentaires. Je vois mon collègue de la région Sud qui nous rejoint et nous sommes ensemble sur des projets d'infrastructures supplémentaires. Il y a besoin de conforter sur le transfert modal par rapport au fret, ça c'est indéniable. Donc oui, il y a ces ensembles qui sont aujourd'hui tout à fait nécessaires et pour lesquels nous attendons maintenant des concrétisations. Nous souhaitons vraiment que nous ayons le temps entre la feuille de route et le moment où il faut le rendre, parce que si il y avait demain une annonce pour les préfets de région, mais que les régions avaient 15 jours ou un mois pour faire les propositions, ce serait vraiment dommageable, parce que si nous voulons cet élan, s'il y a la volonté de répondre à cette attente des présidents de région d'avoir un élan, il faut aussi le temps après de le concrétiser région par région, dossier par dossier, projet par projet. Sinon, la liste des insatisfaits sera bien plus importante que celles et ceux qui pourront y voir une concrétisation. Et justement, vous parlez de concrétisation. Quels seraient les projets concrets les plus forts dans ce prochain CPER du côté de votre région ? Alors, sans entrer dans tous les détails, mais quelques projets emblématiques qui vous paraissent urgents à lancer. Il y a évidemment besoin d'avoir des réponses sur la rénovation de l'infrastructure existante, parce que nous sommes une des régions qui avons le plus besoin sur ces aspects. Ça avait été confirmé au plan national. La région a annoncé la volonté et a voté la volonté de mettre 800 millions sur la rénovation de l'existant et pour une enveloppe globale d'1,6 milliard, donc la moitié. Il faut donc maintenant qu'il y ait de ce point de vue une réponse de la part de l'État. Il y a bien entendu, vous l'avez évoqué, les projets nouveaux avec les lignes nouvelles qui sont sur la région, mais comme je vous l'indiquais aussi tout à l'heure, nous avons aussi la nécessité d'avoir une amélioration du fret ferroviaire. Nous sommes une région, comme les 3 régions du Sud, largement avec une surcharge de l'infrastructure routière en termes de camions, et il faut vraiment que nous aidions à avoir un transfert modal rapidement pour accompagner cette transition énergétique indispensable. Et sur ces 100 milliards qui sont donc annoncés, promis par le gouvernement, on sait, alors c'est 100 milliards sur 17 ans, si je ne me trompe pas, on sait que ce n'est pas l'État qui va tout donner. Est-ce que vous avez des idées à suggérer pour trouver de nouvelles sources de financement ?
Or, les présidents de région ont fait à plusieurs reprises des propositions. Je crois vraiment que si il y a la volonté demain d'avoir, dans le cadre de la réunion des AOM qui est annoncée, une vraie table ronde sur ces aspects, les propositions, il y en a et elles seront rapidement formulées. Pour l'instant, nous n'en sommes pas vraiment là. Nous avons besoin de savoir si cette enveloppe qui est annoncée sur 17 ans, quelle est la part sur les 5 ans qui viennent, comment elle va se répartir, sur quoi elle est aujourd'hui priorisée, et à partir de là, nous pourrons évidemment avancer, mais des propositions de recettes, il y en a eu un certain nombre. Les présidents de région avaient évoqué aussi la question des concessions autoroutières qui vont arriver à terme. Il y a eu bien d'autres aspects qui ont été évoqués. Il y en a qui sont traités aujourd'hui dans le cadre des sociétés de projet des lignes nouvelles. Donc, je crois que nous ne manquons pas aujourd'hui de pistes de réflexion. Nous avons besoin de connaître maintenant dans quelle direction nous allons aller et quel est le calendrier sur ces 17 ans. Je rappelle que la tribune des présidentes et présidents de région va demander cette somme, mais sur 10 ans. Quand on l'étale déjà sur 17, c'est pas la même chose. Et si la répartition sur 17, c'est l'essentiel dans les 5 dernières années, c'est évidemment pas la même chose. Merci. Antoine de Roquigny, en attendant cette somme, voilà, où en est-on aujourd'hui? On constate vraiment un engouement pour les Français. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi du côté des TER? Parce que dans les TGV, on le voit, ils sont parfois pris d'assaut. Et côté TER? Oui, d'ailleurs, c'est dans les TER que la dynamique est la plus forte. Là, c'est un chiffre un peu tout chaud, mais si on regarde le premier trimestre 2023, alors qui a été perturbé par les mouvements sociaux à répétition liés au conflit des retraites, donc qui vient minimiser un peu le chiffre que je vais donner. Mais quand on compare par rapport au premier trimestre 2019, donc avant Covid, qui est le dernier trimestre presque normal, on va dire, on a une progression de 15% de l'ensemble des trafics TER en France. S'il n'y avait pas eu les différentes journées de grève, on serait plutôt de l'ordre de 20%. Ce qui est quand même très fort en 4 ans. Et on voit aussi des dynamiques régionales extrêmement marquées, alors sans distinguer personne, mais globalement à l'ouest d'une ligne entre Rennes et Montpellier, on a des progressions qui sont de l'ordre de 30 à 50%. 50% des trafics dans les TER, donc c'est une dynamique extrêmement rapide. Je suis pas sûr qu'on l'avait à ce point anticipé. Donc c'est évidemment extrêmement satisfaisant. En Ile-de-France, c'est un peu l'inverse parce que bon, ça concerne pas moi cette table ronde, mais en Ile-de-France, on est plutôt sur un recul de l'ordre de 20% en raison du télétravail. Mais dans les régions, il y a aussi du télétravail, mais dans les régions, on voit une progression extrêmement dynamique et qui se confirme mois après mois. Et donc vous disiez, on ne l'avait pas forcément anticipé, en tout cas pas forcément anticipé une aussi forte hausse. Est-ce que l'offre suit? Et parce qu'à un moment, je me souviens qu'à un moment, bon, c'était dans la période après Covid, on se demandait si les régions n'allaient pas baisser leur offre. Là, on est sorti de cette période, mais est-ce que l'offre a été relevée après avoir été baissée? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on constate? Quelles sont les stratégies des régions? L'offre en moyenne a été rétablie, effectivement, après les 2 années de Covid, qui ont quand même fortement marqué le monde du transport public. Oui, il y a des dynamiques de création d'offres. On a quand même encore de la place, évidemment, dans les TER. On a trop entendu, parfois un peu de manière exagérée, que les TER étaient vides, qu'ils circulaient avec 20 personnes. Enfin bon. Mais le taux de remplissage est faible, en moyenne. Oui, parce qu'on va pas. Il est de combien? Alors je sais pas. Il est toujours de 20%. J'ai pas le chiffre. Ça peut pas dire grand chose parce que c'est une moyenne entre des TER très dans le périurbain qui sont très pleins, d'autres des TER plus ruraux. Ensuite, il y a des phénomènes d'aller-retour en fait, d'attractivité, d'attraction des grands pôles urbains. Donc évidemment, quand le train repart dans l'autre sens, bon, c'est des chiffres vraiment sur lesquels c'est pas très intéressant de réfléchir en définitive parce que c'est une moyenne et comme toutes les moyennes, elle traduit mal la réalité, quoi. Mais on le voit effectivement, les TER sont très chargés, c'est vrai. Donc il y a, et on le sait, ça fait partie du programme aussi qui a été défini là, de créer un choc d'offres. On va sans doute y revenir. Il faudra que l'infrastructure suive. Il faut qu'elle soit aussi plus fiable, plus résiliente. Il y a eu beaucoup d'investissements, évidemment, depuis 20 ans faits par les régions. L'offre s'est beaucoup développée et nous, on renégocie ici ou là des conventions. Il y a eu des appels d'offres. À chaque fois, c'est marqué par la volonté des régions d'augmenter très fortement l'offre ferroviaire. Donc on s'en réjouit. Et juste une précision, quand vous dites qu'il faut créer un choc d'offres, concrètement, ça veut dire quoi, un choc d'offres?
c'est plutôt aux régions de le dire, mais on le sait, face à l'urgence climatique, face à la détérioration du climat en France et ailleurs, il faut qu'on arrive à convaincre davantage de personnes de monter dans les trains plutôt que de prendre leur voiture. Ça suppose d'avoir une offre qui c'est ici ou là, ça dépend de chacune des réalités, mais sans doute plus fréquente, plus régulière, plus cadencée, comme on dit, mais aussi une offre qui soit plus résiliente, plus conforme aux attentes en matière de régularité. Et on sait qu'on a des progrès à faire. Nous, voyageurs, mais réseau aussi, enfin ça concerne beaucoup de gens, et aussi plus sûr, plus confortable. On a eu des débats il y a quelques jours sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, il y a un sujet de sûreté, il y a un sujet d'atteinte sexiste dans les transports, enfin c'est tous ces sujets-là qu'il faut embrasser pour que les Français acceptent d'abandonner leur voiture pour prendre le train. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Claude Steinmetz. Donc, vous représentez Transdev, un nouvel opérateur, en tout cas un opérateur qui a envie de gagner des appels d'offres demain et d'être de plus en plus un opérateur ferroviaire sur le territoire français. Vous avez d'ailleurs déjà gagné un appel d'offres dans la région sud. On attend bientôt le résultat des Pays de la Loire. Comment un opérateur comme Transdev peut accompagner cet engouement ferroviaire des Français en attendant donc peut-être un saut d'amélioration beaucoup plus perceptible grâce à un réseau modernisé? Que peuvent faire les opérateurs en attendant dans cette aide de l'État? Premièrement, les opérateurs nouveaux entrants, il n'y a pas que Transdev, apportent vraiment leur pierre à l'édifice, et on peut le constater dans le cadre des différents appels d'offres qui ont eu lieu, puisque aujourd'hui on est au 3e. Il y a eu effectivement la région sud qui avait ouvert le bal. Merci, Monsieur le Président, pour le choix qui avait été fait. Une étoile confiée à la SNCF et une ligne effectivement confiée à Transdev. Hauts-de-France, la SNCF a été retenue. Pays de la Loire, on espère un retour, en tout cas une décision en assemblée plénière le 22 juin. Donc, ce qu'on peut tirer aujourd'hui comme enseignement, c'est qu'à chaque fois, le système ferroviaire en sortie grandit par plus de qualité, des engagements de qualité très forts, parfois surprenants, comme en Hauts-de-France où 98,5% a été un engagement d'un des opérateurs, la SNCF. C'était un engagement pour tout le monde, si j'ai compris. C'était dans le cahier des charges. C'était dans le cahier des charges. Mais effectivement, on peut le prendre de différentes manières. On constate une baisse des coûts. Une baisse des coûts réels. On ne le constate pas encore, puisque ça existe. Si, on le constate dans les engagements qui ont été pris par Transdev, par exemple, ou par la SNCF. Et systématiquement, on est au-dessus de 20% de baisse des coûts. Donc, c'est quand même très significatif. Donc, des engagements en termes d'augmentation de qualité, des engagements en termes de baisse des coûts, ce qui permet donc aux régions, derrière, de créer une nouvelle dynamique. Des régions ne lancent pas de procédure, mais quelque part négocient du fait de l'ouverture avec la SNCF, et effectivement négocient à la baisse les coûts. Donc oui, il y a une dynamique qui est aujourd'hui clairement engagée. On peut que s'en féliciter. Cela dit, pour un nouvel entrant, le système doit être pris avec beaucoup de discernement, parce que c'est pas simple. C'est même relativement compliqué. Il faut que les données soient transparentes. Il ne faut pas d'asymétrie d'information. Il y a quand même pas mal de verrous. Il faut qu'on ait toutes les données au démarrage de la procédure. Donc nous nous félicitons aujourd'hui que toutes les régions ne se lancent pas le même jour, à la même heure, dans les procédures d'appel d'offres, parce que, y compris un groupe comme Transdev, ne pourrait pas répondre. Donc c'est bien que les régions lancent des procédures, et aujourd'hui elles sont lancées. J'allais dire, on a parlé de la région Sud, la région Pays de la Loire, la région Hauts-de-France, mais derrière, la région Sud va relancer procédure sur 2 lots particulièrement importants. Quand Là, incessamment sous peu, on s'attend effectivement cet automne à commencer à travailler sérieusement le dossier. Et j'allais dire, pour rien vous cacher, que mes équipes
travaillent dès à présent le dossier. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail préparatoire à faire de connaissance de la ligne, connaissance du terrain, approche très pratique du territoire. Tout ce travail, il faut le faire avant la sortie du DCE. Ne serait-ce que pour après pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. En parallèle, pour rien vous cacher, il y a la région Grand Est qui a 3 procédures en cours aujourd'hui. Ce qu'on appelle le Nancy contre Aix-et-Ville, où on répond en groupement avec NGE, la Caisse des dépôts et nous-mêmes. Donc là, c'est de la reconstruction de voies et de l'exploitation sur un contrat de très longue durée, plus de 20 ans. Vous avez 2 lignes transfrontalières également, donc des accords passés entre la région Grand Est et les lenders, soit du côté, c'est un lot côté Strasbourg ou côté Metz, Trèves, Saarbrücken, etc. Donc les procédures sont engagées. On réfléchit également sur l'étoile de Caen. Donc le système est lancé et le système, quelque part, permet systématiquement, mais véritablement à tous les coups, aux régions d'être gagnantes. Et quand je dis les régions, je pense surtout aux usagers. Aux usagers qui ont plus de services, mieux de services, pour un coût moindre. Et comment on fait pour baisser ? Donc vous dites en moyenne on constate 20% de baisse des coûts. Comment on fait pour y parvenir ? On joue principalement sur quoi ? J'allais vous dire, c'est comme pour un réseau urbain. Quand on répond à un appel d'offres, on décortique les roulements, on regarde l'utilisation du matériel, on essaye d'optimiser les moyens, tout ça naturellement en veillant particulièrement à tous les aspects de sécurité. Mais oui, on essaye de produire plus à moindre coût, en challengeant le système. Transdev le fait, la SNCF le fait, les opérateurs le font, régionaux également. C'est aujourd'hui la pratique pour tous les nouveaux entrants, et ça fonctionne, j'allais dire, à l'international depuis plus de 25 ans maintenant en Allemagne. Donc ce qui est possible d'un côté de la frontière est possible de l'autre, évidemment. Et est-ce que c'est pas plus facile quand on est sur un réseau ou un lot plus déterminé ? Dont le périmètre est moins important et peut-être plus cohérent ? Pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de seuil critique, et j'allais dire qu'en dessous de 1,5 million de trains kilomètres, on ne peut pas trouver d'équilibre, on ne peut pas apporter de performance. Pour nous, effectivement, il y a des critères qui sont nécessaires. J'allais dire, aujourd'hui, les opérateurs sur le marché national sont en capacité de répondre à des lots entre 1,5 million et 6 millions de trains kilomètres. Ce qui est très rapide. En Allemagne, on n'a pas du tout démarré à la même vitesse, on a démarré beaucoup plus lentement. Le système français part beaucoup plus vite, mais avec des acteurs beaucoup plus mûrs. Et dernière question, avant de passer la parole à mon voisin. Donc, il y a eu plusieurs appels d'offres, certains sont en cours. Est-ce que vous constatez une maîtrise plus grande des régions pour justement lancer ces appels d'offres ? Parce que c'est quand même un sujet extraordinairement compliqué. Est-ce que vous avez vu évoluer dans le temps ces appels d'offres, ces cahiers des charges ? Écoutez, la réponse c'est encore assez variable d'une région à l'autre. Aujourd'hui, on constate un vrai savoir-faire de la part des régions qui se lancent. C'est courageux de la part des régions, c'est compliqué de la part des services. Il faut savoir qu'il y a un travail préparatoire énorme de la part des services qui gèrent non seulement le quotidien, mais en plus se lancent dans un nouvel exercice, puisqu'aujourd'hui le système n'est pas rodé. Il y a le sort du personnel à traiter, le sort du matériel, l'état de l'infrastructure, toutes les données au niveau de la fréquentation, les données en termes de recettes. Enfin bref, il faut mettre à plat le réseau pour pouvoir lancer une procédure. Ça suppose effectivement que les services et les élus, main dans la main, portent vraiment des dossiers complexes. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut laisser autant le temps, et je ne suis certainement pas pressé et je ne presse pas les régions pour se lancer dans des procédures. Par contre, oui, les régions, et ça on peut le souligner, se sont vraiment organisées aujourd'hui pour pouvoir faire le job. Et aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre.
On n'est plus à l'époque où il fallait que les régions lancent des procédures contre l'opérateur historique pour avoir les éléments. On a la démonstration aujourd'hui en Pays de la Loire que la région a pu avoir les éléments. Mais ça nécessite un travail préparatoire très important. Et Antoine de Roquigny, puisqu'on parle que la SNCF est aussi évidemment partie prenante de ces appels d'offres, un mot, vous partagez ce que vient de dire Claude Steinmetz ? Je partage ce qu'a dit Claude, c'est un travail considérable. Un tout petit calcul, s'il y a 11 régions et qu'il y a peut-être 5 lots par région, ça veut dire 55 appels d'offres. Et je mets à part l'Île-de-France, où il y a aussi 11 lots, 55 appels d'offres. Alors, il y en a effectivement 3 qui ont déjà été organisés. Mais donc, et il y aura les lignes intercités. Enfin, donc on va arriver sur quelque chose de 60 appels d'offres qui devront être bouclés d'ici 2031, le temps que, en 2033, fin 2033, le nouvel opérateur soit en place. Donc ça veut dire en 8 ans, faites le calcul, il y a à peu près 60 appels d'offres à venir en 8 ans, c'est un travail colossal, alors un travail colossal pour l'ensemble des opérateurs, hein, ce que dit Claude, la même chose pour nous, hein. Ça oblige effectivement avec la concurrence à se remettre en question, à travailler un certain nombre de sujets qui sont peut-être très, très obscurs, mais comment le futur opérateur organisera ses systèmes d'information, enfin, il y a beaucoup de choses à remettre en cause. C'est un travail évidemment très important de la part des équipes, et je rejoins ce qu'a dit Claude, le fait d'avoir mené dans des temps finalement assez courts, en respectant les timings qui avaient été fixés par les premières régions, c'est un travail vraiment remarquable d'arriver à le mener, et la procédure a été bien menée. Donc c'est beaucoup de travail pour l'ensemble du secteur, voilà, il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'engagement, beaucoup de conviction de la part de tout le monde pour arriver à mener ça correctement, sans se prendre les pieds dans le tapis, parce que les occasions de se prendre les pieds dans le tapis sont nombreuses. Merci. Didier Cazel, donc vous représentez un opérateur qui est plutôt aujourd'hui routier, même si Keolis opère par exemple des métros automatiques. Mais donc vous avez une vision un petit peu peut-être avec, je ne vais pas dire du recul, mais une vision plus globale, et vous travaillez beaucoup sur l'intermodalité. Et donc, je voulais vous poser la question sur justement pour accompagner cet engouement du ferroviaire et peut-être desservir des zones qui sont peut-être un petit peu moins bien que les centres-villes. Comment faire, comment prendre la question et comment, en fait, derrière, lutter contre l'autosolisme ? Comment Keolis aborde cette question ? Vous avez un micro là. D'abord, les investissements dans le ferroviaire et notamment toute l'impulsion qui est voulue sur les RER métropolitains, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce sera un plein succès si on a une approche complète du transport public de bout en bout dans le porte-à-porte. Puisque si l'intention c'est bien de réduire l'usage de la voiture, ça suppose en premier lieu d'avoir un temps de parcours compétitif. Avec des bonnes conditions de fluidité et de confort. Dans le potentiel qu'on analyse, c'est vrai qu'on regarde par rapport aux métropoles ou aux grandes villes, en fait on a un rayon, j'allais dire, de potentiel de 40 à 50 km autour des grandes villes, dans cette aire d'attraction, et on voit le potentiel. Et dans nos études, on voit qu'effectivement dans le périurbain ou dans les territoires peu denses et dispersés, l'usage de la voiture est très fortement employé, notamment dans les trajets domicile-travail, puisque les emplois sont plutôt concentrés sur la zone dense et le périurbain, et en gros, on a des statistiques moyennes de 40 km par jour de parcours dans la voiture pour ces motifs de domicile-travail. Et les études montrent que si on veut un transfert modal vers le transport public, il y a deux conditions. D'abord, un gain économique, et notamment, on voit qu'il y a quand même un point autour de 200 € d'économie d'économie. Et là, franchement, ça nous paraît accessible, compte tenu des évolutions de prix du gazole, de se dire que 200 € d'économie, ça paraît accessible en faveur par rapport au transport public, ça nous paraît accessible. Et puis après, il y a le point clé qui est effectivement le temps de parcours compétitif, et dans lequel, dans nos études, il ne faut pas que ce temps de parcours soit supérieur à 40-50% du temps de parcours naturel de la voiture. Et donc, pour arriver à ça, il y a évidemment la fluidité, le parcours ferroviaire, mais si on est dans une logique de bout en bout, il y a la partie, on va dire, alors, urbaine, périurbaine, mais là, je ne suis pas inquiet sur le fait que l'offre de service qu'il y aura, l'offre de mobilité sur la partie urbaine,
alors soit l'existante, soit qu'il faudra créer des nouveaux services en correspondance de ces nouveaux services sera au rendez-vous. Mais effectivement, dans ces territoires de périurbains un peu en périphérie, comment on peut accompagner une logique de rabattement vers les gares performante pour garantir ce temps de parcours compétitif. Mais j'allais dire... malgré tout, dans ces investissements ferroviaires, ils sont dans le temps long. Donc si on veut agir à court terme et à très court terme, notamment sur ces habitants de périphérie ou de zones de territoire peu denses, nous, on plaide pour une offre qui soit compétitive, et c'est là que ces notions de cars express régionaux, qui ont été récemment mis sous les projecteurs par le rapport Duron-Vray pour l'Île-de-France, mais ce rapport Duron-Vray sur les cars express régionaux pour l'Île-de-France, il fait suite à un certain nombre de contributions depuis 2 ans en ce sens. Il met en valeur une réponse pertinente, notamment pour des clientèles captives de la voiture, et en particulier sur des déplacements de périphérie à périphérie, mais aussi, comme on le dit, de rabattement vers les gares. Et on a tous en tête l'exemple de l'autoroute A10 avec la ligne, la voie dédiée et la ligne directe vers la gare de Massy, voire des expériences d'ailleurs de cars de ligne directe qui va au cœur de l'offre urbaine. L'avantage de ça, de ces cars express, c'est que c'est une réponse assez rapide, puisque sans doute que les investissements d'aménagement, on peut dire qu'en gros, en 18 mois, on est capable de faire ce qu'il faut en aménagement de voirie. Là où effectivement, sur le monde du ferroviaire, on est dans des temps d'infrastructure, de travaux d'infrastructure plus longs. Et donc quelque part, on pense et on croit que c'est une réponse crédible de court terme. Mais il y a 2 conditions, c'est qu'effectivement, comme je l'évoquais, on puisse faire des aménagements de voirie. Alors on a en tête en partie des voies DD, comme encore quelques exemples qu'on a en tête, mais aussi la priorité au feu, pouvoir utiliser la bande d'arrêt d'urgence en cas de congestion, etc. Et puis il y a aussi, il nous paraît nécessaire de pouvoir améliorer ou de développer les gares routières, qui en France nous paraissent encore sous-développées. Et en ce sens-là, nous on appelle un peu de nos voeux que dans la réflexion sur les services régionaux express métropolitains, et notamment le volet transport, et en particulier en parallèle dans le volet transport des contrats de plan État-région, la notion de cars express régionaux soit intégrée, ou en tout cas étudiée, parce que ça nous paraît une réponse pertinente. Alors j'ai parlé de l'offre, mais évidemment autour de ça, il y a tout ce qu'il faut en termes de facilité d'information, d'accès à l'information. Là on parle effectivement des applications digitales sur de l'information du temps réel, sur la facilité du paiement avec des boutiques en ligne, avec de l'open paiement billettique, et puis évidemment l'intégration tarifaire le mieux possible. Où là, il y a des exemples qui existent effectivement entre l'intégration tarifaire, entre le TER et puis l'offre urbaine, quand on parle de Nancy, de Strasbourg, de Lille. Voilà. Et en même temps, les cars express, j'ai l'impression qu'on en parle depuis longtemps, des gares routières aussi d'ailleurs, à améliorer. Et pourtant, comme vous le dites, ça ne nécessite pas de gros investissements. Et le temps passe et rien ne se passe. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne dirais pas que rien ne se passe. Je dirais pas que rien ne se passe. Il y a des choses qui se font. Voilà. On pense qu'il y a potentiel. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a sans doute un appel qui est on investit sur le ferroviaire. Là, peut-être investir sur le routier, sans doute moins dans l'air du temps. Voilà. Dans les logiques de plan climat, ce qui. Et Région de France, alors, Jean-Luc Gibelin, vous y intéressez ? Il y a des débats autour de cette question des cars express ? Ah oui, l'intermodalité est évidemment la réponse qui est attendue. Il n'y a pas d'ambiguïté en la matière, et ça ne peut être que l'articulation de l'ensemble des modes. D'abord, pour ce qu'il en est des réseaux express régionaux métropolitains, c'est évident que ce sera une articulation, mais au-delà, pour les régions, ça passe forcément par cette articulation. Alors, ce qui vient d'être dit sur les cars express, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'avoir ces liaisons là où elles viennent en complément
de l'offre ferroviaire, oui, il y a besoin à la fois d'une possibilité de cabotage et en particulier de dessertes très fines, en particulier dans le cadre du transport scolaire. Et puis, il y a besoin de liaisons routières qui soient pertinentes et qui encouragent au transfert modal. C'est quand même plutôt en cours et je veux quand même insister sur le fait que contrairement à ce qui serait plutôt intuitif, l'idée de changer son mode de transport, elle gagne progressivement du terrain et elle gagne du terrain dans tous les lieux. C'est pas une démarche uniquement urbaine, loin s'en faut. Et en particulier, nous développons, mais je sais que d'autres régions le font aussi, les notions de transport à la demande qui montrent qu'il y a une réponse à partir du moment où techniquement la réponse est au rendez-vous. Elle trouve vraiment un public qui s'y retrouve dans ce cadre de transport collectif. Merci. Florent Kunk, donc vous êtes implanté en Nouvelle-Aquitaine. On a évoqué plusieurs sujets, transport à la demande, car express, dynamique ferroviaire. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, justement, dans ce domaine? Et puis, deuxième question, bien sûr, puisque vous représentez Gare et Connexion, que fait, dans ce cadre, Gare et Connexion? J'ai déjà envie de rebondir sur l'échange qui vient d'avoir lieu, parce que tout ce qui vient d'être dit, finalement, ça fait écho, bien évidemment, sur la Nouvelle-Aquitaine. J'étais hier à Libourne, où a été confiée la maîtrise d'ouvrage à Gare et Connexion par l'ensemble des financeurs pour le pôle d'échange multimodal de Libourne, qui est une des composantes clés, je vais peut-être y revenir, mais sur le service express régional métropolitain, qui s'appelle encore à Bordeaux RER métropolitain. Mais le nom, on le cherche encore, mais bon, il y a un petit peu de résistance qui se fait, en tout cas, sur la terminologie. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet du pôle d'échange multimodal, on trouve peut-être que c'est lent, mais néanmoins, je pense qu'il faut envisager aussi les choses dans une logique système. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre un petit bout par rapport à un autre et finalement les rajouter au fil des années. Et je vois là dans l'exemple auquel je fais référence sur Libourne, on est sur une gare routière avec 26 quais qui sont imaginés quand même, donc c'est quand même pas un petit objet, qui va venir s'insérer dans des modes doux, qui va venir s'insérer dans de l'arrêt minute, du parking effectivement à silo, voir comment tout ça va être interfacé avec la gare qui va devenir un hub finalement, puisque c'est une gare aussi de correspondance au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, on a toute notre place, nous, côté Gare et Connexion, à amener une expertise pour faire en sorte que l'ensemble de ces transports s'organisent intelligemment au service des voyageurs, que ça nourrisse à la fois les trains, les gares, mais également les territoires. C'est ce que disaient Didier Cazet et Xaïric, donc les territoires. Après, pour revenir au début des interventions, je pourrais presque témoigner du fait que la région Nouvelle-Aquitaine pourrait prendre tout ou partie des 100 milliards d'euros. On va en laisser quand même aux régions voisines, mais ce qui est certain, c'est qu'on a de très grands projets, une dynamique ferroviaire importante sur la Nouvelle-Aquitaine, sur les 10 prochaines années. On pense bien évidemment, dans les plus gros objets, ligne nouvelle, le GPSO, Grand Projet Sud-Ouest, qui va relier à terme Bordeaux à Toulouse, mais également Bordeaux à Dax pour ensuite aller vers l'Espagne. Et de ce côté-là, Gare et Connexion, SNCF Gare et Connexion, on est partie prenante, puisqu'il va y avoir des créations de gares nouvelles. Une halte sud-Gironde à 80 km au sud de Bordeaux, mais également, et là ce sera un enjeu important également pour Gare et Connexion, c'est la création d'une gare nouvelle du côté d'Agen, une gare grande vitesse, et qui va devoir être reliée à la gare historique, au territoire. Enfin, il y a des logiques urbaines, territoriales, de liaison. Enfin, ce sont des sujets intéressants. On a également sur la Nouvelle-Aquitaine les aménagements ferroviaires Sud-Bordeaux. Alors j'en parle parce qu'il y a la même chose également du côté de Toulouse avec les aménagements ferroviaires Nord-Toulouse. Ce sont des infrastructures, a priori, qui sont plutôt du côté des SNCF Réseau pour créer de la capacité pour développer de l'offre, à la fois pour la partie RER, mais également pour accompagner la partie LGV. Mais nous avons aussi des impacts sur nos gares. Nous avons 4 gares qui vont être bien impactées dans le sud de l'agglomération bordelaise, qui vont devoir être refaites pour tout ou partie, puisqu'il y a des voies qui vont traverser les gares existantes.
Je pense évidemment à la partie RER métropolitain. Je pense que les débats iront aussi beaucoup autour de ces ambitions-là. Nous avons la chance sur Bordeaux, sur la Gironde, d'avoir finalement un RER qui a été lancé, en tout cas dans l'esprit depuis 2018. Et pour rebondir sur ce que disait Didier Gazelle, dans les victoires rapides qu'il y a pu y avoir, on pense au ferroviaire, mais il y a également un bout routier, puisque des dessertes routières à haut niveau de service ont été imaginées. Elles ont trouvé d'ailleurs leur public très rapidement. Ça a été un vrai succès. C'était plutôt imaginé, je pense, par les partenaires comme une expérimentation. Et au final, ça va être beaucoup plus développé parce que ça a explosé. Et donc, pour ce qui concerne Gare et Connexion, pour ces liaisons nord-sud entre Libourne-Arcachon et Saint-Marie-en-Slangon, en plus de la ligne du Médoc, nous sommes bien évidemment impactés puisqu'il y a des créations de gares nouvelles. Nous allons, je pense, avoir la primeur d'une infrastructure ferroviaire qui va être créée dans le cadre d'un RER métropolitain, puisqu'il y a une création de halte, la gare du Bouscat, qui va être donc inaugurée le 1er juin prochain et qui va être mise en exploitation le 5 juin juste après, qui est vraiment le premier objet à la fois d'intermodalité, mais également de desserte dans le cadre du RER qui va arriver. On aura également une autre gare qui va se construire d'ici l'horizon 2025. Donc c'est des horizons quand même relativement court terme. Quand on est sur le monde ferroviaire, ça va vite. On n'est pas sur des horizons si lointains que ça. Donc SNCF Gare et Connexion accompagne la création de la halte de Talence. Et puis autour de ça, finalement, pour rebondir aussi sur ce que disait Antoine de Roquigny et les affluences de plus en plus importantes qu'on a dans le mass transit, on va devoir, l'impact concret pour Gare et Connexion, ça va être de rallonger des quais. Ça paraît un petit peu évident de le faire, mais néanmoins ça ne se fait pas d'un seul claquement de doigts. Rallonger des quais et des impacts sur les infrastructures. Rallonger les quais, pourquoi ? Parce que les compositions des trains augmentent, il y a de la fréquence dans les ambitions des RER métropolitains, mais de la fréquence et de l'amplitude capacitaire finalement pour accompagner l'affluence dans les trains. Petite parenthèse d'ailleurs, 2022-2019 sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est plus 22%. Donc les 30%, je pense qu'on va les atteindre sans problème sur la Nouvelle-Aquitaine, et avec des concentrations et des typologies assez fortes autour des grandes métropoles. À côté de ça, bien évidemment, on a d'autres objets concrets, mais ça c'est un petit peu quelque chose de relativement classique. SNCF Gare et Connexion, nous sommes chargés aussi d'aller vers la mise en accessibilité des gares, les gares nationales, les gares régionales. Donc on a 45 gares à traiter sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près une trentaine. Enfin, il y a une dynamique, je pourrais continuer longtemps comme ça. Peut-être quand même citer pour dire qu'on a quelque chose de commun avec la partie Occitanie, c'est les lignes de desserte fine du territoire. La Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie a ça de commun qu'on a quand même une majorité de lignes de desserte fine du territoire, donc avec des enjeux de régénération de ces lignes sur la partie des infrastructures, mais également, je dirais, d'augmenter le niveau de service et d'équipement des gares qui composent ces lignes. Et là-dessus, la région Nouvelle-Aquitaine est très allant dans une logique de lignes pour remettre à niveau à la fois l'information voyageurs, les services, le confort, enfin beaucoup de projets, je pourrais en faire pour 100 milliards si vous le souhaitez. J'allais vous demander justement, au-delà des projets d'infrastructure, les nouveaux services que Gare et Connexion pouvait apporter pour accompagner cette dynamique ferroviaire. Vous en avez cité quelques-uns, information voyageurs. Voilà, sans rentrer dans tous les détails, il y a peut-être un service en particulier qui vous paraîtrait particulièrement novateur et intéressant pour les voyageurs ? Alors, il y a d'abord, je dirais que l'orientation et la prise en charge des voyageurs, un chiffre qui est quand même assez étonnant, c'est aujourd'hui, on est à peu près, je prends une grande gare et ensuite je vais prendre des gares un peu plus régionales, mais la gare de Bordeaux, qui est le navire amiral en Nouvelle-Aquitaine, c'est 20 millions de visiteurs aujourd'hui. En 2030, c'est 30. Dans 7 ans, 10 millions de voyageurs en plus, on va faire 50% d'un coup. Donc fatalement, il va y avoir des enjeux de gestion de flux, des enjeux d'accompagnement, des enjeux d'information. Donc ça, c'est quelque chose de relativement classique par rapport à votre question. Et ce qu'on essaie de pousser également, je dirais, pour un maillage territorial et pour également mieux occuper nos gares qui aujourd'hui, et notamment dans les territoires ruraux, sont un peu vacantes, on va le dire comme ça. On essaye en fédérant les énergies régionales, territoriales, avec les chambres des métiers, avec les régions, ou même le tissu associatif, faire venir, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Place de la Gare, faire venir des associations, du serviciel, du commerce, enfin du territoire local dans la gare. C'est intéressant pour les élus locaux, c'est intéressant pour nous
parce que finalement, on a du monde dans nos gares, et c'est surtout intéressant pour les voyageurs parce qu'ils y trouvent du service. Merci. Pierre Zambry, donc vous êtes le dernier à prendre la parole, et j'ai envie de vous demander de réagir un petit peu, d'une part aux 100 milliards d'euros annoncés par le gouvernement, et puis aussi à tout ce que vous avez entendu jusque-là. Bien, c'est un rôle un peu ingrat, mais aussi intéressant, parce que on se dit finalement, ce que j'entends, c'est finalement qu'on part d'une annonce, ces fameux 100 milliards, qu'on va assez rapidement escamoter dans le débat, parce qu'on n'en sait pas grand-chose à la limite, et on sait que l'État n'a pas l'intention d'en donner beaucoup plus que 40, puisqu'il a parlé des proportions des CPER la dernière fois, notre ministre. Donc voilà, donc on se dit d'accord, il y a une grosse somme qui est mise quelque part, peut-être sur la table, on verra. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance vers moi, plus on parle finalement de soft, d'organisation, on parle d'articulation, on parle de travail sur les coûts, sur l'offre, d'optimisation, d'intermodalité. Dit finalement, c'est peut-être la meilleure voie parce que c'est du pragmatisme et c'est une approche incrémentale. C'est-à-dire finalement, en attendant de pouvoir mettre des paquets de milliards sur des infrastructures qui en ont besoin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas besoin, c'est bien le problème, c'est qu'on part avec énormément de handicap de ce point de vue-là. C'est que si on avait investi en continu, la question ne se poserait pas. On s'aperçoit que nos amis allemands qui sont cités en exemple, qu'on a cités en exemple pendant longtemps pour la qualité de leur réseau, leur Cour des comptes leur tombe dessus en disant c'est mal organisé, votre réseau est en très mauvais état, donc ça me fait peur parce que je dirais, vu la comparaison qu'on fait déjà entre notre réseau et le réseau allemand, on se dit oula, si c'est un problème en Allemagne, alors nous, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc c'est vrai qu'on part de loin, il va falloir quand même avancer, il va falloir mettre les moyens, il va falloir mettre des moyens autres que financiers, d'ailleurs il y a de l'ingénierie, il y a beaucoup de choses à faire derrière. Il y a une envie de train, j'aime bien le terme, mais elle est ressortie à plusieurs reprises. C'est une envie globalement de transport public, mais le train il est symbolique quelque part. C'est la colonne vertébrale, c'est un peu c'est ce qui fait que tout va s'agencer un peu autour. Et ça donne un rôle central et une grande responsabilité, me semble-t-il, aux régions maintenant, parce que même dans le contexte métropolitain, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, elles vont jouer un rôle, quoi qu'il advienne, et il va y avoir forcément des questions d'articulation à régler entre le local et ce qui va plus loin, ce qui doit aller plus vite quand même, a priori, les services à plus longue portée. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des questions importantes à gérer. Ce qui amène à parler justement de l'organisation. De dire finalement, on a entendu dire tout à l'heure, M. Drocchini, le trafic, il a des progressions à 2 chiffres en ce moment en TER, ce qui est quand même très important, et même on a effacé, me semble-t-il, la période Covid, donc ce qui est plutôt pas mal, mais en même temps on se dit qu'est-ce qu'on fait en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? On a des trains, on a du personnel, on a des voies, donc est-ce qu'on ne peut pas déjà un peu intensifier l'offre? C'est une question qui nous a été posée en tant que chercheurs par des régions qui disaient on aimerait bien un peu expertiser nos offres et puis voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de mieux. Et on s'aperçoit que y a du grain à moudre, il y a de la réserve, si on peut dire, en restant à peu près en moyen constant. Et on voit bien, lorsqu'il y a les appels d'offres, qui de ce point de vue-là me paraissent tout à fait utiles, c'est que ça stimule les transporteurs pour qu'ils disent qu'est-ce que je peux faire pour intensifier l'usage de mes actifs. Et ça remet en cause ce que j'appelle peut-être de façon abusive un dogme, mais qui a quand même largement eu cours jusque-là, de penser que c'était en supprimant des services qu'on faisait des économies. Or, quand on regarde un peu ce qui se passe à l'étranger, on se rend compte que c'est plutôt en intensifiant l'offre qu'on fait baisser le prix de production du service. Et le tout sans augmenter les moyens. Alors si on ajoute le fait qu'on a des taux de réserve assez importants aussi sur le réseau TER, ça donne beaucoup de possibilités déjà de faire avec ce qu'on a. Alors après, il y a la capacité de l'infrastructure, c'est une question, en effet, et même avant de traiter des systèmes express métropolitains, ou tout ce que vous voudrez, qui peut s'appeler comme ça, c'est vrai que la question, c'est de savoir comment peut-on faire passer davantage de trains avec le minimum d'investissement, si on peut dire, en tout cas en essayant d'être un peu plus malin. Donc tout ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles il est important d'avancer tout de suite sans attendre les milliards.
Et je pense qu'il y a aussi des démarches incrémentales, notamment sur certaines agglomérations, certaines métropoles, qui sont intéressantes, à condition de ne pas promettre de choc, mais plutôt de dire on va commencer par se donner un objectif raisonnable, et puis si on l'atteint, après, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au palier suivant, etc., etc. En tout état de cause, ce qui est important, c'est le point de vue de l'utilisateur, au sens large. L'utilisateur a des besoins, veut faire des allers-retours dans la journée, veut quand il décide de se déplacer, arriver dans une gare, partir assez rapidement, ou dans une gare routière, ou dans n'importe quel lieu où on peut attraper du transport. Et ça reste encore, me semble-t-il, un chantier à faire progresser. Merci beaucoup. Vous avez soulevé, merci pour vos remarques, vous avez soulevé beaucoup de pistes, de questionnements, de débats. Je vais vous proposer d'y réagir et je vais commencer par vous, Antoine de Roquigny, parce que vous avez parlé du dogme selon lequel on fait des économies en supprimant des services. Donc vous sembliez dire que la SNCF avait ce dogme ou suivait ce dogme. Non. Votre réaction à ce sujet et savoir si on en est sorti. Non, on ne supprime pas de service. D'abord, c'est les régions qui décident, c'est pas la SNCF qui décide. Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Après, il est clair que oui, la concurrence ou même un dialogue sans concurrence exigeant avec une région peut aussi aboutir effectivement à remettre en cause les habitudes. C'est un secret pour personne qu'une entreprise ferroviaire sous monopole depuis 85 ans peut avoir pris de mauvaises habitudes. C'est évident. On sait aussi que c'est un secteur qui parfois socialement un peu plus compliqué que d'autres secteurs. Donc on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Donc c'est vrai qu'il y a ce dynamisme, perspectives qui sont aussi favorables, donnent aussi c'est plus facile de changer, de remettre en cause certaines choses quand la dynamique est positive, qu'on voit que les perspectives de croissance sont là. Donc oui, nous aussi on remet en cause certaines habitudes, on cherche à réduire nos frais de structure, on cherche à travailler différemment, et c'est très bien. Ça peut se faire soit dans le cadre concurrentiel, c'est sûr que c'est la manière la plus directe, mais ça peut se faire aussi dans le cadre de renégociations conventionnelles, comme on a pu le faire dans certaines régions. On a renégocié des conventions. Voilà, mais la dynamique très porteuse, qui est celle qu'on a tous décrit, fait que c'est plus facile de trouver des développements qui effectivement n'engagent pas des moyens complémentaires. Les moyens sont là. Après, ça ne montera pas jusqu'au ciel, parce qu'il y a des moments où on bute sur des contraintes d'infrastructure, qu'elles soient en ligne et ou en gare, parce qu'il y a quand même des gares régionales. Je prends la gare de Lyon-Pardieu, le vendredi à 17h, il est difficile de mettre beaucoup plus de trains. La gare est déjà largement saturée, donc on va assez vite dans certaines régions buter sur des contraintes d'infrastructure. Et c'est pour ça qu'il y a, je pense qu'on est assez tous d'accord ici, c'est qu'il y a urgence à trouver les moyens de financement de 100 milliards, à développer les projets. Ça ne va pas se faire en claquant des doigts, mais il est impératif de passer que le gouvernement, on va dire, mais avec les régions, passe à l'action très concrètement dessus, parce que c'est des projets qui s'inscrivent dans le long terme. Et si on poursuit la dynamique qui est celle qui est en cours aujourd'hui, à un moment ou à un autre, on va buter sur une contrainte d'infrastructure au sens large. Et est-ce que du côté des régions, Jean-Luc Gibelin, donc Pierre Zambry disait qu'il y avait des réserves, qu'on pouvait faire plus. Comment vous réagissez? Vous allez me dire que dans votre région, vous augmentez les services, mais comme vous êtes aussi un représentant de Région de France, comment vous abordez cette question de densification d'offres? Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, sur l'Occitanie, nous avons fait le choix, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, d'avoir un renouvellement d'une convention sur la longue durée, puisqu'on est parti sur 10 ans. Nous avons demandé à SNCF Voyageurs d'avoir une négociation de longue durée, parce que ça a duré près d'1 an, pour aboutir à cette convention qui est, je crois, une convention équilibrée et qui porte le développement très important de l'offre, 27% de capacité d'emport supplémentaire sur la région. Nous sommes sur l'année 2022 à 30% d'augmentation par rapport à l'ensemble de l'année 2019. Donc nous avons largement effacé les années Covid, mais nous sommes en progression de manière très nette par rapport à 2019. Et donc, il y a bien cette volonté d'avoir de l'offre supplémentaire. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités de gagner encore? Oui, il y a sans doute des choses qui peuvent être gagnées encore,
Mais nous avons aussi un certain nombre de limites réelles, objectives, aujourd'hui, avec l'infrastructure. Quand nous disons que nous avons besoin des 2 lignes supplémentaires, certes, nous souhaitons qu'elles soient à grande vitesse parce que nous sommes une des régions qui n'a pas la grande vitesse. C'est pas parce qu'on fait un caprice, mais c'est parce que quand on regarde la carte de France, les choses sont très claires. 60% de la population qui a plus de 4 heures de Paris est concentrée en Occitanie. Voilà. Donc la demande de lignes à grande vitesse vraiment n'a rien à voir, je le redis, avec un caprice, mais bien avec le fait de réparer une inégalité qui est aujourd'hui patente. Mais au-delà du fait qu'il faut qu'elle soit à grande vitesse, nous avons besoin de lignes supplémentaires. Aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure sur Nouvelle-Aquitaine, entre Toulouse, Montauban et Agen, mais en tout cas Toulouse et Montauban, il n'y a quasiment plus de possibilité de rajouter de TER, parce qu'il y a une augmentation du fret, et nous en sommes très contents, parce qu'il y a une augmentation des trains d'équilibre du territoire. Nous en sommes contents, mais nous en demandons plus parce que nous demandons qu'il y ait plus de liaisons en train d'équilibre du territoire. Et donc, il y a besoin d'une infrastructure supplémentaire. Et sur l'arc méditerranéen, ça a été patent pour tout le monde l'année dernière, il y a 2 ans, quand il y a eu l'inondation et le fait que la voie a été emportée, mais nous pouvons à tout moment la voir sur une partie de cette voie. Il faut impérativement une ligne supplémentaire. Donc il y a les 2 aspects. C'est-à-dire que oui, il y a des possibilités d'organisation, oui, il y a à demander à l'opérateur d'améliorer, par exemple, la disponibilité du matériel, d'améliorer les possibilités de desserte, et c'est l'objet de la convention que nous avons passée, mais il y a aussi ce besoin d'infrastructure. Et plus globalement, pour Région de France, même si le principe du fonctionnement qui a été rappelé par la présidente et auquel les présidents sont très attachés, c'est que bien entendu, chaque région décide, et c'est tout à fait normal, de ses orientations et de ses choix. Mais globalement, quand nous rencontrons les représentants de SNCF ou de SNCF Réseau, eh bien nous sommes bien dans cette démarche de dire qu'il y a des améliorations qui sont en cours, que nous souhaitons qu'elles avancent, mais que nous avons vraiment besoin d'avoir une consolidation sur la question de l'infrastructure, parce que ça reste quand même un sujet important. Enfin, j'ai cité la question de Grand Est, ce n'est aucun des 2 qui sommes présents aujourd'hui, mais sur le choc qui a été souhaité, et le président Leroy a eu l'occasion de le redire à plusieurs reprises, cette volonté de développement sur Strasbourg, elle a quand même en partie été en limitation avec le fait que l'infrastructure n'a pas suivi sur l'ensemble du développement. Donc voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a vraiment besoin de pouvoir avancer, et nous sommes convaincus que c'est atteignable, parce que il n'y a aucune fatalité à ce que nous restions dans la situation d'aujourd'hui. Je vais vous proposer la parole. Donc, il y a un micro qui va passer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en attendant que le micro arrive, je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit, Pierre Zambry. Même, vous avez cité l'Allemagne, mais vous n'avez pas parlé d'un sujet dont on parle beaucoup, les 49 €, le forfait mensuel à 49 € qui permet de prendre les transports publics. Alors, pas les grandes lignes. Je voulais savoir si... Alors, cette question s'adresse à vous notamment, Jean-Luc Gibelin, bien sûr, parce que c'est les régions sont celles qui décident. Mais si vous souhaitez réagir aussi, ou à d'autres propos de Pierre Zambry, je vous invite à prendre la parole. Donc première question, et puis après, je vous invite à prendre la parole. Sur les 49 €, est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est possible en France ? Alors, les régions, et c'est naturel, et l'expérience acquise de la liberté tarifaire a démontré son intérêt, parce que chaque région, en fonction de ses choix, en fonction de la réalité géographique, en fonction des bassins, a monté des gammes tarifaires qui sont à l'épreuve du temps et qui, globalement, ont fonctionné. Donc, l'idée de dire aujourd'hui un tarif unique
pour l'ensemble des régions. Je crois que les régions ont largement répondu en la matière. Par contre, nous l'avons fait notamment sur les possibilités d'avoir la combinaison entre TGV et TER. Nous nous étions mis d'accord et ça a été faisable. Ça a été faisable pour les plus jeunes, ça a été faisable aussi par ailleurs. Donc nous sommes en capacité de faire des propositions à un moment donné. Par contre, ce qui est très clair, c'est que aujourd'hui, les propositions ont été construites à partir des logiques de chaque région. Ça a été aussi une volonté historique de l'État de mettre les régions un peu à l'épreuve et de demander d'avancer. Ça a été rappelé tout à l'heure par Claude Steinmetz. Il y a eu une montée en qualité des équipes régionales qui a été saluée. Je veux vraiment le relever parce que ça a été important. Je crois que aujourd'hui, c'est ça la réalité, et je ne pense pas que le miracle d'un montant unique soit la réponse. Qu'il y ait par contre une vraie avancée sur le fait que les différents tarifs et les différents supports communiquent entre eux et que pour l'usager, il y ait de la transparence, ça, oui, ça c'est quelque chose sur lequel les régions sont très engagées parce que ça, c'est un élément important. Mais ne confondons pas l'ensemble. Et puis, oui, il y a eu la proposition sur les 49 €. Je pense que ça va être aussi important de regarder les retours d'expérience et de regarder ce qu'il en est réellement. Nous, en tout cas aujourd'hui, et ça a été rappelé, il y a une progression nette de la fréquentation sans avoir eu ce chiffre global, mais avec des opérations qui ont été faites dans chacune des régions en fonction des choix politiques de chacune des régions. Antoine de Rocchini. Non, mais derrière ça, il y a deux sujets. Il y a le sujet, est-ce qu'il y a faciliter l'usage du transport public, et c'est vrai, pouvoir passer d'un train à un autre, d'une région à une autre, ça c'est un sujet. Après 49 €, si c'est baisser le prix du transport ferroviaire en France, on a passé 3 quarts d'heure à expliquer qu'il y avait besoin de trouver de l'argent pour consolider l'infrastructure, moderniser l'infrastructure. C'est la première décision, c'est de baisser de, je sais pas combien, 15-20% la contribution des usagers. Il va falloir trouver l'argent autre part, donc ce sera le contribuable, il n'y a pas de martingale. Donc on voit bien l'effet que ça peut avoir. On voit que la dynamique, comme vous l'avez dit, est déjà très forte, avec des tarifs qui sont quand même relativement subventionnés, aux 3 quarts quand même, en France aujourd'hui, voire plus quand l'employeur y met aussi sa patte. On a un sujet de finances publiques vis-à-vis du transport public. On est aussi en concurrence avec d'autres secteurs de politique publique qui sont l'hôpital, la santé, l'armée, etc. Je pense qu'il y a plutôt besoin de consolider les recettes qu'on a plutôt que de commencer à les sacrifier. Mais... Et pourtant, il me semble qu'après le Covid, il y avait eu un forfait, alors c'était pendant l'été, à 19 €, si je me souviens bien, pour les jeunes. Mais c'est pas la même chose dont on parle. Mais les régions n'ont pas voulu, ça a bien marché, me semble-t-il, mais les régions, l'année d'après, n'ont pas voulu recommencer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas que les régions n'ont pas voulu recommencer, c'est que il y a eu un certain nombre de discussions avec SNCF Voyageurs qui n'ont pas forcément abouti. Après, il y a des propositions qui existent. Nous, encore une fois, nous sommes disponibles pour avancer sur ces aspects. Mais je veux insister sur le fait que les progressions qui sont généralisées, à part sur l'Île-de-France, mais vous l'avez indiqué, de fréquentation des TER, elles sont faites à partir des gammes tarifaires des régions. Et donc avec les choix politiques et budgétaires, parce qu'une gamme tarifaire, c'est un engagement financier de la région. C'est pas juste une décision comme ça, c'est évidemment accompagné financièrement. Après, ce dont je peux témoigner pour la région Occitanie, c'est qu'avec une gamme tarifaire très attractive au plan financier, nous avons une augmentation des recettes parce que nous avons eu une augmentation très importante de la fréquentation. Donc, il y a un cycle vertueux qui est possible d'engager. Il faut le faire, mais je pense qu'il faut vraiment le faire en fonction de la situation qui existe dans chaque lieu. Mais je le redis, il faut aussi avancer ensemble sur le fait que pour l'usager, ce soit transparent et qu'il y ait la possibilité de passer d'un mode de transport à un autre. Ça, c'est vraiment une étape importante sur laquelle il faut pouvoir faire de vraies avancées pour l'usager. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir aux propos de Pierre Zambry avant qu'on aborde ou qu'on passe éventuellement aux questions de la salle ? Donc je vous propose, est-ce que quelqu'un parmi vous a une question ? Si vous voulez bien vous présenter avant de poser la question. Bonjour,
Hermann Schneider de Transdev. Peut-être c'est un mini éclairage par rapport au sujet que vous avez évoqué concernant la comparaison Allemagne. Et donc, on peut parler aussi de notre expérience en Allemagne. Tout d'abord, je pense que la situation est assez différente. Hein. Donc, ce qui a été critiqué par la Cour des comptes, c'est deux choses. C'est le gouvernement, enfin l'État. Donc, on ne va pas trop insister. Donc, qui n'est pas pressant aujourd'hui. Donc, on peut poser la même question sur le rôle, sur la responsabilité de l'État dans l'organisation du ferroviaire en Allemagne. Et dans les investissements aussi, donc ils sont critiqués. Ce qui est critiqué davantage en Allemagne, c'est c'est la structure de Deutsche Bahn en tant que groupe intégré. Donc on peut faire la comparaison aussi. Est-ce que cette structure a fait ses preuves? Est-ce que ça a été efficace? Et pour terminer, donc le dernier aspect, et contrairement à la France, c'est surtout les grandes lignes, le réseau donc de IC, ICE, et qui est critiqué, qui est nettement moins performant que la France. En revanche, les transports en commun, donc les transports du quotidien, les RER, les trains régionaux, c'est plus efficace. Et la part modale en Allemagne des transports publics, tout confronté, donc c'est donc dans les agglomérations élargies, c'est 19%, contrairement à la France où c'est plutôt 12%. Alors, en ce qui concerne les questions maintenant de la tarification, on peut se réjouir qu'il y a déjà un engouement pour ces abonnements 49 €. Transdev, par exemple, a vendu déjà beaucoup en avance, hein, même si ça vient de commencer au 1er mai. C'est un peu plus compliqué que les 9 €, bien sûr. Ça va être très compliqué pour les régions de voir, et les fameux communautés tarifaires, donc les Verkehrsverbünde, de voir comment on répartit les recettes. Hein, le dernier aussi, les exploitants, comment les exploitants vont se retrouver. Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas complètement élucidées aujourd'hui, ça c'est très clair. Mais de dire quand même pour l'usager, c'est quand même plus facile d'avoir le même, donc un seul tarif, ne pas se confronter effectivement avec un TER qui coûte 10 €, là où un bus, un car express, souvent sur la même ligne coûte 1 €, comme c'est souvent le cas dans ce qu'on a cité, ou 2 €. Donc là, l'usager trouve son compte. Et peut-être le dernier aspect, c'est aussi pour l'usager, l'offre est donc, comme on avait dit, est déjà beaucoup plus important. Hein. Il y a plein d'agglomérations, donc comparables à Toulouse ou Lyon ou d'autres, qui ont déjà fait le choix d'un investissement depuis 50 ans, hein, qui ont créé des systèmes de RER. Donc, il faut faire très attention avec la comparaison. La comparaison n'est pas raison, je dirais. Voilà, merci. Merci à vous. Alors, j'avais vu un autre doigt se lever. Bonsoir à tous, Mathieu pour SNCF. J'ai une question un petit peu plus frette. Aujourd'hui, on a pas mal abordé le voyageur. D'un point de vue de la légitimité de gestion des mobilités et des biens, et non pas que des personnes, sur le fret, en général, est-ce que les régions vont se positionner et vont avancer des politiques pour encourager le développement de ces lignes fret qui sont un petit peu à bout de souffle aujourd'hui ? Vous n'êtes pas sans savoir que l'autorité organisatrice du fret est au niveau du gouvernement et du ministère des Transports. Donc, il revient à cette autorité de donner une orientation et des engagements précis en la matière. Après, les régions, chacune dans leur territoire, ont, à bien des égards, fait déjà un certain nombre d'actions. Dans certaines, c'est le cofinancement des embranchements. Dans d'autres, c'est le soutien aux plateformes intermodales. C'est aussi une part qui est pas toujours prise en compte, mais c'est tout le travail
des services régionaux avec SNCF Voyageurs pour l'articulation et la bonne complémentarité des sillons, en particulier dans les métropoles et dans les gares importantes, parce que ça paraît pas forcément, c'est pas forcément visible, mais c'est évidemment un point important. L'ouverture ou le renforcement d'une ligne ou d'une autoroute ferroviaire, forcément ça percute à un moment donné des horaires de TER. Donc ça fait partie des questions pour lesquelles il y a aussi un engagement et une action des régions. Après, oui, en tout cas, pour ce qui concerne l'Occitanie, nous avons déjà pris part à un certain nombre de financements. Nous allons continuer à le faire et nous avons, pour ce qui nous concerne au niveau de l'Occitanie, engagé un travail de partenariat, en tout cas de suivi, en particulier avec le consortium Rail Logistique Europe sur le développement du fret sur la région. C'est évidemment un point sensible pour les différentes régions. Alors j'avais vu une autre main se lever devant. Bonjour, Valentin Lebé, je suis étudiant en classe préparatoire dans des écoles. J'avais une question en ce qui concerne la question du billet unique, ce qu'a fait l'Allemagne avec le ticket à 49 €. Clément Beaune en a parlé en février. Ça se fait déjà à des échelles régionales, que ce soit à Navigo en Ile-de-France ou Kerigo en Bretagne, ou même la carte JV Malin en Centre-Val de Loire. Où est-ce qu'en sont les régions pour M. Gibelin ou même la SNCF sur cette réflexion pour la mise en place de ce billet unique? Après, je pense qu'on pourra donner aussi la parole à d'autres opérateurs qui tous sont un petit peu impliqués dans cette mise en place. Dans le billet unique, il y a deux choses. Il y a à la fois le tarif unique, je pense qu'on l'a dit, on a parlé, et puis après, il y a le support unique. Le gouvernement a lancé effectivement des travaux pour y arriver. Effectivement, ce qu'a dit le ministre, c'était que c'était accessible en quelques temps. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Bon, on va voir ce qu'il en est. Après, il faudra voir l'étendue, parce qu'il y a, je crois, 800 autorités organisatrices en France. Donc, il faut que tous les supports de contrôle, de validation, de lecture, etc., puissent être adaptés. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose en termes de biétique, mais c'est les travaux qu'a lancé en tout cas le gouvernement. Mais vraiment sur la question du support, plus que sur la question du tarif. Je pense qu'on a déjà creusé cette question. Sur le support, justement, une société comme Keolis, est-ce que vous travaillez sur cette question via éventuellement vos filiales, ou qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là? On est dans le domaine de compétences des autorités organisatrices. Après, nous sommes dans notre rôle de conseil, d'appui, d'expertise, puisque nous travaillons avec différents opérateurs industriels. Et c'est vrai que je confirme en tout cas que Corrigo, sur la région Bretagne, est un élément qui est de fluidité du parcours, entre le parcours que ce soit routier ou que ce soit ferroviaire, vers le parcours urbain, et que c'est maintenant un service très fortement apprécié et qui mérite effectivement d'être élargi à l'ensemble des régions. Après, effectivement, il y a des sujets d'harmonisation technique entre les différents systèmes billettiques qui coexistent, et voilà. Et c'est des sujets un peu compliqués d'un point de vue technologique. Et donc, quand le ministre dit je veux ce billet pour dans 2 ans, enfin ce ticket unique dans 2 ans, c'est jouable? Je vous remercie pour la question, mais ça paraît un peu compliqué. Mais de ce point de vue, nous avons évidemment entendu le ministre. Les régions de France ont participé au travail qui a été initié par le ministère. Il n'y a pas de problème de ce point de vue. Nous avons aussi rappelé que de notre point de vue aujourd'hui, l'urgence était d'en savoir plus sur l'aide et l'engagement sur l'infrastructure, et que les questions sur le billet unique étaient pertinentes, mais dans un moment où il faut manifestement faire des choix, la demande était vraiment d'y voir clair et d'avoir des signes très rapides sur l'infrastructure. Après, nous arriverons toujours à trouver des ententes entre à la fois les régions, parce qu'il y a déjà plein de conventions qui existent entre les régions en termes de conventions tarifaires, et puis sur les territoires avec les différents opérateurs. C'est des choses qui existent déjà et qui vont pouvoir se développer. Vous vouliez
Alors, il me semblait avoir vu une autre main se lever, voilà, au milieu de la salle. Merci. Oui, j'avais une question au niveau aussi de la signalétique, puisque moi, on a beaucoup voyagé, par exemple, en Allemagne, en Belgique, même aux Pays-Bas, et c'est assez simple, tout est assez unifié. On regarde la fiche jaune, on sait sur quel quai aller. Les termes sont assez unifiés. En France, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des noms de TER qui vont un peu dans tous les sens. Le RER, c'est encore différent. Le TGV, c'est encore différent. Ce qui est bien aussi en Allemagne, par exemple, c'est que si on a un retard sur un régio, on peut prendre facilement le lycée, le suivant. Et en France, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément une coordination entre les régions. Et à chaque fois, dans le train, on va nous dire, voilà, c'est les régions qui gèrent, donc on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là? Et est-ce qu'il y a aussi un travail qui doit être fait peut-être à l'échelle européenne? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une signalétique unique à l'échelle européenne, ou en tout cas qui est encadrée? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'usager, c'est assez compliqué de faire ces changements-là. Et la fiche jaune, est-ce qu'il y aura un retour un jour en France de la fiche jaune? Alors, qui souhaite réagir sur cette question? C'est un petit peu information aux voyageurs, harmonisation des pratiques. Et puis peut-être aussi après vous, un peu les opérateurs qui sont aussi censés travailler sur ce type de questions. Oui, alors sur la question de... aujourd'hui, il y a ces réalités régionales. Oui, mais encore une fois, ça a été à un moment donné un choix de l'État français au sens large, de confier aux régions cette compétence transport. D'ailleurs, en prenant plutôt comme regard ce qui se faisait dans d'autres pays, dont notamment l'Allemagne, avec l'idée qu'il y avait besoin d'avoir des compétences de proximité avec les conseils régionaux. Je crois, je le redis, le travail a été fait, il a montré sa pertinence. Et oui, ayant montré sa pertinence, il a aussi montré ses différences. Mais parce que justement, il y a eu des décisions et une construction qui s'est faite à partir des territoires. Donc j'entends bien, et on n'est pas le seul à l'entendre, puisque il y a beaucoup de discussions qui avancent sur ces aspects. En tout cas, il y a une musique qui commence à monter sur l'idée, c'est compliqué qu'il y ait plusieurs autorités. D'accord, mais à un moment donné, nous sommes aujourd'hui sur le fait qu'il y a eu justement ce travail qui a été fait à partir des réalités régionales. Est-ce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas de possibilité de pouvoir mieux communiquer ? Si, ça je le redis vraiment avec beaucoup de détermination et ça a été rappelé par l'ensemble des régions, bien entendu que aider à ce que l'on puisse être de plus en plus transparent pour les usagers, nous y sommes tous et tous attachés, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue. Après, ça demande le travail de liaison avec les opérateurs, ça demande que chaque offre ne soit pas forcément liée avec un support particulier. Il y a des choses à travailler, mais je crois vraiment que aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est d'un développement global des transports en commun. C'est un travail qui est porté. Ça se fait d'abord et avant tout au niveau de chaque territoire. Après, les zones de partage entre les différents territoires, nous y sommes, nous en sommes conscients et le travail est déjà en cours, mais il est évidemment compliqué, ça a été rappelé tout à l'heure, le nombre aujourd'hui d'autorités organisatrices étant ce qu'il est dans le pays, ça ne se met pas tout à fait d'un seul coup avec dans un seul rang. Peut-être juste un rebond par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que en fait, on a le sujet des contenus et du contenant. Et quelque part, dans les promesses, en particulier chez SNCF Gare et Connexions, dans les promesses aux voyageurs, dans l'information voyageurs, c'est de fournir des supports d'information qui viennent capter. Alors, ce serait une information unique, coordonnée, ce serait probablement plus simple, mais en tout cas,
la possibilité de capter, et pas d'ailleurs simplement pour les opérateurs ferroviaires, également dans le sens de la multimodalité, l'information sur les cars, l'information même sur les possibilités de report au niveau d'une gare. Je pense qu'on a vraiment un rôle de concentrateur à jouer au niveau de SNCF Gare et Connexion, avec toutes les problématiques de bien trouver la bonne signalétique. Bon, là-dessus, on a tous certainement des pistes de progrès à avoir, et Gare et Connexion en particulier, mais en tout cas, on doit offrir cette possibilité de contenant pour que ce contenu soit poussé par les opérateurs dans les gares au service des voyageurs. Je vais profiter de votre présence, Monsieur Cérus, pour vous demander de réagir justement à cette demande des usagers qui disent on manque d'harmonisation entre les régions. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Oui, bonjour tout le monde, merci de me donner la parole. Je vais être évidemment assez en phase avec mon collègue Jean-Luc Gibelin. Les autorités organisatrices régionales aujourd'hui, finalement, sont autorités, font autorité sur ce qu'elles financent, elles décident sur ce qu'elles payent, et je rappelle que c'est un service public régional. Si je prends l'exemple de la région Sud, 80% des dépenses, et c'est la première dépense de la région, chez nous c'est 600 millions d'euros dans le service, 80% c'est le budget général de la région. Donc nous faisons un certain nombre de choix. Ces choix, ils se traduisent à la fois par le service qui est mis à la disposition des usagers. J'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de revenir sur les priorités qui sont données. En région Sud, c'est celle d'accompagner les usagers dans la transition écologique par du report modal, par de la sobriété et par de la décarbonation. Et tout ça fait l'objet de décisions extrêmement construites à l'intérieur de nos hémicycles régionaux. Je pense que ça a été une bonne solution, en tout cas moi j'en suis convaincu, de décentraliser les autorités pour mener cette transformation de cette troisième décennie du XXIe siècle, où on doit passer de l'autosolisme en nous projetant en 2030 et après, avec évidemment une prédominance des transports collectifs, de l'intermodalité, des nouvelles mobilités, etc., etc. Évidemment, ça provoque un certain nombre de préoccupations supplémentaires. On est en train de parler de ceux qui se déplacent finalement de région à région et de pays à pays. Ils retiennent toute notre attention. Enfin, moi j'ai 5 millions d'habitants qui tous les matins se demandent comment ils peuvent relever le défi à la fois du pouvoir d'achat et de la transition écologique pour se déplacer, pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller à l'université, etc., etc. Bon. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une grande humilité, les uns et les autres, pour dire que ce qui est stabilisé aujourd'hui et qui nous permet les trajectoires qui vont vers ces adaptations aux enjeux absolument extraordinaires, en tout cas nous dans notre région, la boussole principale c'est celle du plan climat. Il faut accepter que ça va nous donner du travail sur la coordination, la tarification, la convergence, etc. Voilà. Donc avec beaucoup d'humilité, on s'excuse de ne pas être aussi bon qu'on devrait l'être sur cette partie de la coordination, mais je peux vous assurer qu'il y a de sacrés enjeux pour qu'à l'intérieur de nos budgets régionaux et de nos décisions régionales, on arrive à assumer ce qui est essentiel, c'est qu'en 10 ans, on passe de l'autosolisme à des mobilités qui soient beaucoup plus durables. Merci. Juste une question pour un opérateur comme Transdev. Est-ce que vous avez des solutions, des réponses justement à ce type de critiques pour essayer d'améliorer la vie des voyageurs, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de fragmentation dans le service, dans l'offre? Comme le président Cérus l'a dit, il faut savoir être humble. Je crois qu'il faut savoir être humble en la matière. Cela dit, il faut savoir travailler en concertation. Aujourd'hui, je ne connais pas un élu en charge de responsabilité en termes de transport. Je ne connais pas une société de conseil, je ne connais pas quelqu'un qui travaille dans un service régionaux qui n'a pas cette problématique en tête. Très clairement, c'est un vrai sujet partagé parce qu'il y a de la fragmentation, parce que la fragmentation peut se développer encore. Aujourd'hui, il y a quelques acteurs sur le marché, demain, il y en aura plus. Donc oui, c'est un vrai sujet à traiter calmement, posément, mais à traiter impérativement, parce que ce que l'usager attend, et l'usager c'est quand même notre préoccupation à tous, c'est la fluidité du déplacement, c'est l'absence de rupture,
c'est l'absence de murs tarifaires. Il faut que les choses soient fluides pour lui, et on est là pour ça, et oui, on y travaille. Et même question côté Keolis, comment vous travaillez, comment vous cherchez à faire en sorte à faciliter le voyage et la façon de se déplacer des voyageurs pour essayer de faire en sorte que justement, comme il y a plusieurs opérateurs possibles, voilà, ça se passe de façon la plus fluide possible. Non, mais je pense que, comme l'a dit Claude Selmès, on a tous ça en tête. On le travaille avec les collectivités qui sont en charge justement de ces notions de tarifaires et de parcours client. Après, je rebondissais sur la question que vous posiez tout à l'heure sur effectivement la partie billettique unique. C'est vrai que c'est le rêve de l'autorité, en tout cas au sein d'une région, entre la partie urbaine et la partie, on va dire, plus interurbaine et ferroviaire, parce que c'est sûr que c'est une mine d'informations pour connaître les parcours clients. Alors on a pas mal d'outils pour connaître les parcours clients, des traces GPS, des enquêtes clients, etc. Mais c'est vrai que si on avait l'exhaustivité d'avoir une source d'informations au travers de l'une billettique, une solution d'une carte billettique unique, c'est sûr que ce serait une mine d'or importante pour mieux connaître les comportements et les parcours des clients et mieux effectivement organiser tout ça. Merci. On arrive à la fin. En fait, les questions, comme il y aura si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un cocktail tout à l'heure et la possibilité de poser toutes les questions à nos invités. Mais là, on va clôturer cette table ronde et je vais demander de nouveau à Pierre Zambry quelques mots de conclusion. Si vous le voulez bien, vous avez terminé le premier tour de table, vous allez finir le dernier tour de table. D'accord. On s'est beaucoup orienté vers les questions de tarification. Je trouve en effet qu'elles sont importantes parce que c'est aussi l'occasion de faciliter le parcours client, comme on dit, mais aussi d'attirer de nouveaux utilisateurs, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a parlé de ce 49 € ticket qui est en Allemagne. Il faut bien avoir en tête qu'il y a une grosse subvention fédérale derrière. Donc, on ne va pas s'y retrouver simplement en disant il y aura plus de clients et ça va équilibrer. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Il y a une grosse subvention fédérale derrière. Et donc, le problème n'est pas réglé sur le long terme. C'est-à-dire, si la subvention s'arrête, le titre risque aussi de s'arrêter. Donc ça, c'est une première chose. Sur la multiplicité des tarifs régionaux, je ne sais plus, on s'était amusé à les compter un jour, il y en a plusieurs milliers quand même, c'est à l'échelle nationale. Donc c'est sûr que tout mettre sur le même support, ça peut être intéressant, mais déjà essayer d'harmoniser à minima. Je ne dis pas qu'il s'agit d'atteindre, de porter atteinte à la souveraineté des régions, c'est loin de moi cette idée-là. Mais l'idée au moins que des catégories tarifaires communes puissent émerger ou qu'un certain nombre de choses aisément compréhensibles. Alors, c'est sûr qu'en matière de transport, il y a les initiés et les profanes. Les initiés, c'est ceux qui sont tout le temps sur le même réseau et qui ont l'habitude, ils vont au plus intéressant, etc. Le profane, c'est quelqu'un comme moi qui se déplace beaucoup en région et qui se fait dire de temps en temps, vous n'avez pas eu le meilleur tarif possible en passant par votre agence de voyage ou par un distributeur national bien connu. Et donc, il aurait fallu prendre l'application. Alors, je sais pas, je me suis fait vendre l'application Lio, une autre application, etc. Et à chaque fois, je me dis, oui, mais bon, mon téléphone étant ce qu'il est, au bout d'un moment, je vais quand même avoir beaucoup trop d'applications et je vais m'y perdre moi-même. Et puis, c'est peut-être pas à moi d'avoir à faire le tri comme ça. Donc, c'est sûr qu'au moins un support national ou un portail, quelque chose comme ça, aurait un intérêt, même si évidemment derrière on va retrouver toute la tuyauterie, mais au moins qu'il y a un moyen pour le profane, et je pense que c'est le profane qu'il faut attirer maintenant. Les habitués, ils sont déjà dans les transports. Donc on cherche de nouveaux clients, on cherche de nouveaux habitués futurs, et donc c'est aussi important d'avoir quelque chose de simple pour accéder au service. Après, le reste, la tuyauterie, on peut se débrouiller derrière, mais c'est ça qui est important, en sens. Merci. Merci, ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup à tous pour votre participation à cette table ronde.